commence. Donc, on va faire un petit jeu de rôle à chaque fois. Antoine va rester avec vous pour faire le fil rouge pendant toute la session. Et moi, je vais laisser la place donc à notre première intervenante, Marie Décima, qui est donc en charge du module alimentation. Voilà. Donc, pendant que Marie nous rejoint, le parcours du MOOC, on a effectivement choisi de démarrer par un sujet qui touche vraiment la question du quotidien pour chaque habitant, de chacun d'entre nous, l'alimentation, mais qui derrière touche à des compétences directes des communes, ne serait-ce que par les questions de restauration collective, ou la question du foncier également qui est essentielle de ce côté-là. Donc, c'était notre intention et c'est pour ça qu'on commence avec toi, Marie, tout de suite. Aussi parce que, comme c'est le premier module thématique, c'est celui qui a été le plus suivi pour le moment, puisqu'il faut aller dans l'ordre par l'ensemble des personnes qui suivent le MOOC. Donc, pour redire rapidement comment on va fonctionner, peut-être dans un premier temps, Marie, redire quel était l'esprit de la manière dont a été conçu le parcours sur l'alimentation durable en quelques mots. Et puis derrière, on vous invite à taper d'ores et déjà les questions que vous auriez à poser sur le sujet de l'alimentation. On va y répondre aussi vite que possible au fur et à mesure que les questions arrivent. Ne vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas toutes. L'équipe est là aussi pour bien les noter au fur et à mesure de son côté, de les rapporter. Donc à vos claviers, puis Marie, à toi pour le micro. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente rapidement. Je suis Marie Décima. Je suis chargée de mission environnement. Donc je travaille sur les projets alimentation durable. Je suis écologue donc sur la biodiversité et puis sur le dialogue territorial. Pour expliquer un peu comment on a construit ce module de l'alimentation durable, en fait, on est parti déjà des constats que nous on fait dans la pratique au CERD sur l'alimentation, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives. On parle de beaucoup d'initiatives particulières, mais ça fait pas le changement général. C'est pas pour autant qu'on va vers une alimentation durable. Et on s'est dit qu'il y avait un besoin de mise en réseau. C'est le constat qu'on fait aujourd'hui sur l'alimentation, c'est qu'il faut faire un maximum de liens entre les actions pour qu'elles prennent de l'ampleur. Donc toutes ces initiatives, les mettre en réseau. Donc on cite voilà, rapidement les jardins partagés, des ateliers culinaires, les AMAP qui sont connus, mais aussi les supermarchés citoyens. Enfin, voilà, maintenant on voit pas mal de projets. Presque un habitant pourrait être aujourd'hui dans un projet citoyen d'alimentation durable. Ça, c'est le premier point. On n'est pas rentré dans le détail parce que bon, sur Internet, ils sont assez expliqués. Il y a pas mal d'exemples. Ensuite, on a proposé une intervention plus précise sur la restauration collective bio locale, donc en faisant intervenir AproBio, et Marie Boucher d'AproBio. Nous, ce qu'on dit, c'est que quand on travaille sur l'alimentation, souvent on parle de circuits courts alimentaires, et puis on arrive très vite à avoir un échange sur la restauration collective bio locale. Parce que c'est finalement avec la loi qui arrive, je crois que c'est 2021, j'ai un doute, c'est 2021, 20% de produits bio ou local bio. C'est le 1er janvier 2022. 2022, voilà. 1er janvier 2022. Loi Egalim. Loi Egalim. Et une autre part de local. Nous, on s'est dit autant s'orienter vers du bio local et pas du bio de Sicile. Et donc, ce qui est intéressant dans la démarche d'AproBio, c'est d'avoir fait ce constat et d'accompagner finalement les territoires aussi bien sur les questions de cahier des charges, d'appels d'offres qui font peur et auxquelles aujourd'hui on a des solutions qu'elles proposent, mais surtout comment à un moment on peut arriver à avoir une demande assez importante en restauration collective, c'est-à-dire ne pas avoir qu'un lycée ou qu'un collège, mais aussi l'EHPAD au niveau du territoire, combien il y a de besoins en bio local, et là de montrer un volume attractif pour les agriculteurs locaux et un intérêt donc de répondre à cette demande. Ensuite, un autre constat qu'on fait, c'est qu'on parle beaucoup de fermes urbaines. Donc l'ADEME a fait une étude sur la diversité des fermes urbaines. Et nous, on s'est dit, voilà, ferme urbaine, on pense tout de suite à la permaculture et ça concentre le sujet sur un thème.
Or, pour nous, faire une ferme, enfin, en tout cas un projet dans un territoire, c'est surtout pour l'alimentation, c'est surtout un projet qui répond aux besoins et parfois le point de départ, ça peut être la santé et l'alimentation, ça peut être les questions de gaspillage. Et donc nous, on a plutôt parlé de projet totem pour dire, bah voilà, peu importe par où vous commencez, quel est votre besoin, mais en tout cas, vous pouvez faire un projet totem qui est le point de départ d'une préoccupation alimentaire. Et donc, on a fait intervenir Frédéric Huchette de la communauté de communes de la région d'Audruc, qui finalement a fait effectivement un projet intéressant qui, voilà, si vous l'avez vu, parle aussi bien de jardin de cocagne qui était en fait au départ, c'était le point de départ, et aujourd'hui a même une petite transformation, une restauration. Donc Voilà. avec de l'insertion, les jardins de cocagne, Voilà. l'insertion sociale par le travail. Il restait Jean-Luc Allais. Oui, bah, termine rapidement et puis il commence à y avoir des questions. J'ai vu, donc je vais faire le lien. Ne t'inquiète pas, je vais faire le lien. Je termine après la présentation. Et donc juste oui, rapidement l'intervention de Jean-Luc Allais, donc vice-président de la CAD, de la communauté d'agglo du Douaisis Agglo aujourd'hui, qui est finalement le premier territoire à avoir été labellisé PAT, Projet alimentaire territorial. Et là, sa présentation, c'était vraiment l'idée d'apporter les convictions. Nous, on constate ça sur les territoires, c'est comment on peut emporter la conviction auprès d'élus de partir sur ce type de projet. Voilà, là, lui, son propos est très intéressant. Et pour creuser plus, ce qu'a fait Jean-Luc Allais, le fil conducteur de sa méthode, je travaille sur ce sujet, c'est le dialogue territorial. C'est comment on crée du dialogue, de l'écoute avec l'ensemble des partenaires on parle de transition, donc transition alimentaire, qui vont devoir finalement modifier leurs pratiques, s'interroger autrement sur l'histoire de leur profession, par exemple. Et donc voilà, ce sujet était intéressant pour en arriver à des questions de PAT, donc de projets alimentaires territoriaux. Et donc l'idée là, c'est de se dire, on est souvent sur la question agricole et comment on va vers des questions de gaspillage ou de santé. Voilà, merci Marie pour la présentation globale hein, du parcours. Et du coup, ça va me permettre de faire le lien avec les questions proposées par c'est Eric Parizeau. Plus spécifiquement concernant d'une part la question de rapatrier sa restauration collective. Donc j'entends envisager de la ramener en régie, si je comprends bien que un candidat de Basse-Normandie de son côté avait une restauration collective qui était concédée avec un marché spécifique là-dessus. Donc il y a une nécessité d'attendre l'échéance du marché de ce côté-là. Mais effectivement, envisager d'investir dans une cantine en régie, ça permet derrière d'être soi-même en relation directe avec des producteurs pour envisager de faire évoluer l'offre de produits et de repas intégrés à cet endroit-là. Donc là, c'est une des petites difficultés. Enfin, ça veut dire qu'on internalise un certain nombre d'étapes qui étaient auparavant concédées par une entreprise tierce. Donc, on retrouve de la maîtrise, mais ça veut dire que c'est également du travail spécifique en plus à mener pour organiser une légumerie, pour faire l'épluchage des légumes, par exemple, et la préparation des repas. En régie et en interco. Merci pour les précisions. Donc là-dessus, il y a du retour d'expérience, évidemment, mais il y a sans doute un travail à faire d'accompagnement pour voir quelle est l'existence, tu me précises, je suis parti sur ma lancée, hein, mais d'une part de l'offre de produits locaux que peuvent produire les maraîchers et les producteurs dans la région, quelles sont les filières d'approvisionnement et la disponibilité en légumes. Donc, il y a tout un travail précis à faire en la matière par rapport à la saisonnalité, par rapport au rythme d'approvisionnement et par rapport aux autres débouchés pour les producteurs. Et donc ça, il y a effectivement en région Hauts-de-France, l'association Aprobio est spécialisée aussi pour faire cet accompagnement d'identification de où est l'offre de produits bio locaux de qualité pour essayer de répondre aux besoins d'une restauration collective. Est-ce qu'elle est en quantité suffisante par rapport aux autres débouchés? Sans doute, il s'agit de rechercher
des structures similaires en Normandie qui peuvent faire ce type d'accompagnement, qui ont les compétences pour faire cet accompagnement. Et là-dessus, on peut se renseigner auprès de notre partenaire Aprobio pour savoir s'ils ont des homologues en région Normandie tout court maintenant, pour vous répondre. Première question. Deuxième question, donc la mention qui a été évoquée, je pense, c'est par rapport aux questions de recyclage, ont été évoquées dans votre question, Eric, les alchimistes. Donc, on a remis dans le fil, Lucille a remis le lien vers les alchimistes, cette entreprise qui propose du compostage pour que tout le monde ait la référence. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point qui était proposé dans votre question sur la question plus spécifiquement, je remonte, excusez-moi, hein, de la qualité de la détérioration pardon, des terres et la question de l'impact notamment des pesticides, bandes de terre interdites aux pesticides, etc. et les relations avec les cultivateurs. Ça, c'est un sujet qui est extrêmement sensible parce qu'il y a on voit bien les préoccupations qui montent sur la question des pesticides à raison, sur les questions de santé, mais également d'impact sur la biodiversité. Et en même temps, l'agriculteur bashing qui se déploie fortement dans les médias actuellement et qui est une vraie difficulté, une souffrance pour les producteurs. Donc, il y a un travail de discussion à engager. Et là, je vais te laisser la parole plus spécifiquement, Marie, parce que on peut très vite se retrouver sur de l'opposition frontale et donc de la grande difficulté à faire bouger les choses. Je parlais de Jean-Luc Calais tout à l'heure, qui est l'élu qui s'est occupé du projet alimentaire dans la communauté du Douaisis. Ce qui est remarquable chez lui, c'est qu'il a pris en fil conducteur la démarche de dialogue territorial. Donc ça fait 10 ans. Et quand je lui ai posé la question, est-ce qu'il a des problèmes aujourd'hui avec les questions de pesticides auprès des agriculteurs, il dit non, il n'y a aucun souci. Parce que la démarche de dialogue fait que très vite, il y a une relation de confiance qui fait que dès qu'il y a un problème d'agribashing ou autre, il y a déjà cette relation avec le monde agricole et aussi avec les citoyens qui ont l'habitude d'entendre parler du monde agricole, de leurs difficultés de passer au bout, parce qu'il y a eu des forums ouverts, parce qu'il y a régulièrement tous les ans une rencontre avec les agriculteurs pour les marchés, pour l'agriculture locale, etc. Donc voilà, ça c'est l'exemple du fait d'avoir une stratégie de dialogue dans son projet alimentaire qui fait qu'à un moment, pour ce type de projet, que ce soit biodiversité ou alimentaire, on a souvent des contextes de conflit parce qu'on est en situation de faire changer les pratiques d'agriculteurs, de chasseurs pour la biodiversité. L'important, c'est vraiment d'essayer de créer une relation de proximité avec l'ensemble des acteurs, une sorte de relation de confiance qui fait qu'au moindre problème, vous avez une relation directe, vous avez un échange, une compréhension du problème, des besoins, de l'ampleur du changement que ça implique et de comment, à la limite, accompagner ou changer. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est des questions que j'ai souvent, c'est plutôt d'utiliser à la limite le projet alimentaire comme une occasion de rencontrer le monde agricole, de lui proposer des solutions à ces situations. Quand vous parlez de circuits courts, le fait de faire un guide des circuits courts, un guide pour situer les agriculteurs, c'est quelque part créer un lien avec eux, faire un pas vers eux. Et puis ensuite, c'est le point de départ où vous pouvez construire finalement une relation de confiance, une relation d'échange sur leurs pratiques, sur vos préoccupations par rapport à la question des pesticides, etc. Je reviens. Je ne sais pas manipuler Pas de souci pour le message parti trop vite, Eric. Donc, on note bien le questionnement qui est le vôtre par rapport à la qualité des terres agricoles autour de Caen, mais avec d'une part la difficulté d'urbanisation rapide et de la détérioration due. Ça va être un vrai défi, la question de l'urbanisation rapide pour les élus sur ce mandat-là. On est au niveau national avec un objectif qui est affiché désormais dans le plan biodiversité de viser la zéro artificialisation nette à l'horizon 2050
mémoire, avec qu'est-ce que ça veut dire zéro artificialisation nette, hein, c'est un objectif gouvernemental aujourd'hui, mais il est certain que la question de l'urbanisation, de l'artificialisation des sols est une vraie difficulté, d'une part pour le maintien de l'agriculture, et notamment de l'agriculture vivrière de proximité quand on veut remettre du maraîchage, mais également par rapport à la gestion de l'eau, à l'investissement dans les réseaux, au déplacement pour les habitants et donc aux émissions de gaz à effet de serre qui vont être induites supplémentaires. Et donc, il y a un enjeu véritablement à essayer de préserver au maximum les espaces naturels et les zones agricoles dans les territoires, notamment à proximité des villes. Des villes. Et donc là-dessus, il y a des outils qui sont à disposition des intercommunalités véritablement en termes de gestion du foncier, de préservation, pour essayer, dans le cadre des plans locaux d'urbanisme intercommunaux et des SCOT, de faire des zonages et d'envisager également des baux spécifiques environnementaux ou à destination de la préservation de l'agriculture. Donc là, on peut peut-être renvoyer vers quelques ressources spécifiques sur la question du foncier. Notamment, nous avions travaillé avec l'association Terre de Liens, c'était Nord-Pas-de-Calais à l'époque encore, sur la question de la gestion du foncier pour la préservation d'une part de la ressource en eau et dans une optique de stratégie de développement agricole local spécifiquement. Je rajouterais effectivement 2 outils, parce que le foncier en agriculture, c'est le nerf de la guerre. C'est très important pour le monde agricole de maintenir ses terres. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est d'amener l'agriculteur à être en confiance par rapport à la vente de ses produits, donc l'écoulement de ses produits. Donc si vous voulez l'amener, s'il fait du bio, c'est lui assurer qu'il écoulera ses produits à un bon prix, ses produits bio. Et donc, par rapport à ça, il y a un outil justement qui vient de sortir de Terre de Liens, réalisé avec la FNAB, je crois, et Terre de Liens, ça s'appelle l'outil Parcelle, qui vous permet de mesurer le nombre d'hectares dont vous avez besoin en bio en fonction du nombre d'habitants. Donc vous notez un nombre d'habitants et vous avez un nombre d'hectares qui sont en bio, donc c'est spécialisé bio. Et derrière, vous avez le choix de voir si c'est plutôt un régime végétarien, un régime carné. Et donc selon le cas, vous avez une différence de surface nécessaire. Voilà. Ça, c'est un très bon outil parce que si demain vous avez un projet alimentaire, vous pouvez tout de suite vous dire est-ce que je peux déjà subvenir aux besoins alimentaires de ma population et très vite avoir des arguments pour le reste, pour vos stratégies foncières, pour vos stratégies dans les SCOT, dans les PLU. Voilà, et donc vous avez vu passer qu'on essaie de se coordonner max, et donc Lucille vous avez envoyé la présentation qu'on a fait de l'outil Parcelle. Vous avez un lien dans le chat qui vous permet d'aller découvrir cet outil. Déjà. Alors je vais juste reprendre une dernière question qui était remontée, c'était sur la question des jardins partagés locaux, sur le fait que souvent il y a une approche qui est très dans une logique très, enfin pas partagée justement, mais chacun a sa parcelle fermée comme propriétaire et donc on est plus sur le modèle un peu des jardins ouvriers et pas tant partagés que ça. La manière dont essayer de travailler avec les usagers dans les jardins partagés. Moi, je pense aussi aux agents, l'association des jardins ouverts et néanmoins clôturés qu'on connaît. Comment faire en sorte qu'il y ait plus de partage? Là, c'est une animation très, très locale avec les associations qu'il faut organiser. Il y a 2 exemples qu'on peut donner. Alors, si c'est un jardin privé, effectivement, c'est compliqué de demander à la personne de partager. Mais par exemple, Grande-Sainte, qui a une université d'éducation populaire, donc des personnes qui abordent les projets citoyens dans une approche d'éducation populaire, on fait des jardins partagés au pied d'immeubles. Et donc, ces espaces ont été négociés, alors je suppose avec les bailleurs sociaux ou parfois avec parfois les habitants ou la commune qui a peut-être racheté d'ailleurs ces terres.
Et là, il y a des vrais projets participatifs de jardins. Et puis effectivement, l'exemple des agents, donc ça c'est un cas particulier, mais effectivement le foncier, il faut qu'à un moment il soit soit dans une convention de partage ou soit appartenant à la commune. Et effectivement, les agents, c'est un autre type de projet où soit le foncier disponible en ville n'est pas encore destiné, il appartient à quelqu'un mais n'est pas encore destiné à son projet futur qui serait la construction, soit la commune ou d'autres mettent à disposition des espaces. Et là, ces espaces sont proposés aussi dans une démarche d'éducation populaire, sont proposés aux habitants et donc les agents et l'association qui va accompagner les habitants à gérer ce jardin, à le construire tel qu'ils l'imaginent. Donc il peut y avoir une part alimentaire, mais il peut aussi y avoir juste une part de lieu convivial. Et c'est clôturé dans le sens où il y a une clé, c'est-à-dire que comme les habitants vont s'impliquer dans ce jardin, il y a quand même la clé pour ces habitants, mais ils viennent avec qui ils veulent. Voilà, c'est deux exemples différents, mais voilà. Alors, j'ai bien noté votre question, Florence, sur le coût approximatif d'une étude avec Aprobio et est-ce qu'il y a une taille critique pour envisager effectivement de repasser en régie pour une restauration collective. Je n'ai pas la réponse à cette question précise. La question véritablement de la taille critique évidemment importante d'un point de vue économique. Si on l'inverse, on a des exemples où, par exemple, la commune de Grande-Synthe a une partie de sa restauration collective qui est gérée directement en régie et une partie qui est concédée. Donc, on peut avoir des solutions mixtes, mais j'ai bien compris que pour vous, c'est plutôt dans un nombre de repas assez faible et donc l'opportunité de vérifier ça. Donc, on va questionner directement Aprobio sur ce sujet. Et autre question d'Axel sur est-ce qu'on a déjà des réflexions, des travaux menés par des régions, des départements ou des communes pour tendre vers une autonomie alimentaire territoriale pour réduire les flux d'approvisionnement, etc. et gagner en résilience. C'est une question qui est assez complexe. Je pense que il faut surtout pas se dire que on peut envisager aucun territoire ne peut se considérer comme une île dans ces questions de transition et viser une résilience pour son propre territoire uniquement en fait a très peu de sens puisqu'on est forcément relié au territoire extérieur. Alors ensuite, une commune très rurale peut éventuellement travailler pour être vers plus d'autonomie, mais tous les territoires urbains ne pourront jamais envisager une autonomie alimentaire, même en recultivant tous les délaissés urbains, les espaces naturels, etc. Donc, il y a une nécessaire solidarité à construire et une coopération à construire. Oui, il y a une caméra qui s'est affichée. On ne la voit pas. Juste pour cet aspect autonomie alimentaire, il y a des grandes villes comme Londres, Paris, qui ont juste mesuré combien de temps combien de temps survivrait la ville si les grands axes de transport étaient bloqués. Et donc souvent, comme Paris, je crois que c'est pas 2 jours, ça dure pas 2 jours. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se poser cette question-là. Ça les a amenés à développer un vrai projet alimentaire très intéressant. Londres aussi, hein. Et qui laisse une place importante à la partie rurale, de leur territoire, avec des beaux projets en lien avec le rural. Donc on appelle ça comment dire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un moment, quand on parle d'alimentation, on n'est plus sur des projets purement urbains ou ruraux, c'est que c'est l'un des projets qui permet à un moment de recréer cette coopération entre le rural et l'urbain. Et avec l'outil parcelle aussi, je pense que ces études d'autonomie alimentaire vont se faire très spontanément. Donc, il y avait ce point-là. Derrière, néanmoins, on peut relier cette question au fait d'essayer de maîtriser autonomie et non-autarcie. C'est bien clair, merci à Axel. L'Île-de-France a essayé de travailler également sur des scénarios éco-régions
biorégions. C'est notamment l'Institut Momentum qui a produit des scénarios de prospective d'une transition qui visait une autonomie alimentaire assez poussée dans cette région très densément peuplée, l'Île-de-France. Ça peut être aussi une piste à explorer en termes d'expérience. Le scénario a été publié et disponible sur le site de l'Institut Momentum. Ça renvoie aussi à la maîtrise, encore une fois, du foncier de la périurbanisation. On a des exemples de ceintures vertes, comme ici à Los Angeles, par exemple, pour essayer de délimiter l'espace d'expansion urbain et donc de bien marquer les limites de l'expansion urbaine pour préserver le foncier agricole. Et c'est le cas également à Liège, avec l'exemple de la ceinture alimentaire liégeoise. Et je pense que l'exemple, il y a un article qui a été mis dans le chat juste auparavant, qui peut être aussi une expérience inspirante. Et puis, pour réagir également à ce que vous avez indiqué, Eric, une visite ciblée en Hauts-de-France vous intéresserait. Sachez qu'on propose au CERD des offres de visite qui s'appellent les détours pour aller découvrir des expériences innovantes et inspirantes et échanger avec les porteurs de projets et les concepteurs. Et notamment, il y en a une plus spécifiquement qui est sur ce que vous avez découvert dans le module, à l'écopole alimentaire de la communauté de communes de la région d'Audric, qui est organisée dans ce cadre-là. Donc, vous trouverez les informations sur le site du CERD directement en tapant ddetours.org. Pas de problème, Elisabeth. Bon trajet. Et oui, merci. Les choses arrivent. Voici le petit catalogue des visites des détours. Donc, si vous voyez sur notre site une baleine volante, eh ben, c'est que vous êtes effectivement sur le bon site pour aller découvrir les offres de visites proposées pour des groupes constitués. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une dernière question sur le sujet de l'alimentation? Je retourne et je vous propose autrement de passer à une autre thématique, si cela vous convient. Sachant que sur le module 3, déchets, économie circulaire, si vous avez des questions, évidemment, on les prend et on les note. Mais notre collègue Antoine Boutonnet ne pouvait pas être disponible aujourd'hui, donc on va passer directement, sauf s'il y a une question de dernière minute pour Marie sur les questions d'alimentation. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ciao. Merci. Au revoir. Et donc, je vais proposer à Joséphine Reynaud, qui est chargée de mission climat, atténuation, de me rejoindre et qui est aussi accompagnée de Pierre Ranciard, qui est chargé d'études pour l'Observatoire climat des Hauts-de-France, de me rejoindre. Je vais même leur laisser un peu plus la place. Voilà, et pour parler plus spécifiquement des questions de transition énergétique dans les territoires. On avait positionné le module notamment sur la question du bâtiment, qu'il soit bâtiment public, habitation, tertiaire, etc. Mais évidemment, il faut se resserrer un peu, sinon on n'est pas dans le cadre. Ailleurs, moi, on m'a déjà vu, donc je vais sortir un peu. Donc, si peut-être tu peux redonner un peu le contexte du module, et puis allez-y à vos claviers pour vos questions. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je prends la main sur la présentation de ce module qui avait été plutôt introduit et coordonné par ma collègue Emmanuelle Latouche, mais j'ai notamment présenté un des modules de ce chapitre. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce MOOC, le climat est, on va dire, en filigrane. C'est un MOOC qui a pour thématique le développement durable, et au CERD, on s'attache depuis longtemps à lier développement durable et changement climatique, et des modes d'action qui leur soient conjoints. Et donc, on a un pôle climat où on a 2 types de missions, plutôt d'observatoire. Et Pierre travaille justement sur les données de l'Observatoire climat des Hauts-de-France, et moi plutôt sur le volet ressources. Et donc, dans ce module, on s'est concentré sur la question de l'habitat et de la transition énergétique. Pourquoi? Parce que ce sont les principaux leviers d'action, notamment pour des élus ou futurs élus. Parce que le changement climatique, quand on parle bien de consommation d'énergie fossile. C'est la cause principale du changement climatique anthropique. Et donc, le premier levier d'action,
c'est l'atténuation, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc la baisse de nos consommations. Et ce faisant, on lutte également contre la précarité énergétique. Et les trois grandes phases en termes de méthodologie qui ont été identifiées sont celles qui correspondent au scénario donc négawatt, qui fait référence en la matière et qui propose trois phases. D'abord, de réduire nos consommations, donc d'être dans une logique de sobriété. Ensuite, d'améliorer l'efficacité des équipements, donc vraiment travailler l'efficacité énergétique, notre trajectoire énergétique, et enfin de recourir aux énergies renouvelables et à leur production, comme une troisième phase, ce qui permet un peu de prioriser, on va dire, les étapes. Et donc, différentes thématiques ont été abordées pour répondre à tous ces enjeux. Il y avait par exemple les défis famille à énergie positive. On a dans ce module le témoignage du CD2E sur la question des écomatériaux, mais aussi du CAU du 62 sur l'éco-construction et l'urbanisme durable, le témoignage d'énergétique sur la production d'énergie renouvelable et notamment celles qui sont citoyennes. On parle donc de la politique énergétique locale en termes de surtout d'action dans le logement et l'éclairage public. On a le témoignage de la ville de Malonnet et enfin celui du SCOT du Grand Douaisis sur ce qui est d'une politique territoriale bas carbone et notamment à travers l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone pour un territoire. Merci Joséphine. Alors du coup, comme effectivement tu as cité la commune de Malonnet, que nous avons un Normand connecté, effectivement, il y a un exemple qui est en dehors des Hauts-de-France, c'est la ville de Malonnet dans le MOOC, sur la manière dont une petite commune finalement peut mobiliser un outil spécifique et la démarche Synergie promue par l'ADEME, plutôt à destination initialement des intercommunalités, mais qui peut être également utilisé de manière efficace et à profit par des communes. Peut-être, comme il n'y a pas encore de questions qui arrivent, compléter un tout petit point, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, le climat est un peu en filigrane de l'ensemble des modules. Quand on parle d'action climat, effectivement, on parle de l'enjeu de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'atténuation, de mitigation, ce qui est particulièrement abordé dans le module transition énergétique ici, mais également d'adaptation aux impacts du réchauffement climatique. Et c'est vrai que cette dimension d'adaptation aux impacts du réchauffement climatique, elle a été plus spécifiquement abordée dans le module également biodiversité, en essayant d'insister sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature et les interactions entre biodiversité et climat. Du coup, en attendant que les questions arrivent, peut-être redonner aussi, parce que encore une fois, le mandat qui s'ouvre est un mandat qui va être crucial en termes d'accélération des transitions et des ambitions pour être sur la bonne trajectoire d'évolution en termes de développement durable ou de climat. Redonner quelques ordres d'idées, et je vais me tourner vers toi du coup Pierre là-dessus, pour dire où on se situe aujourd'hui en termes d'efforts d'atténuation en France et quels sont les objectifs, peut-être les rappeler, français, notamment en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030-2050. Oui, du coup, il y a eu la récente loi sur énergie-climat qui fixe la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, enfin, souvent dans les conversations, on entendait parler du facteur 4, qui était de réduire de diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90. Et là, en fait, pour atteindre la neutralité carbone, en fait, ça équivaut à diminuer d'au-delà de 6 nos émissions par rapport à ce niveau-là. Et donc, pour se situer en Hauts-de-France, on a réduit depuis 1990 nos émissions de moins 9%. La mauvaise nouvelle, c'est que depuis 2013, ces émissions sont à nouveau à la hausse. Donc, on pense que c'est lié à la reprise économique. Et donc, on a publié ces chiffres dans notre dernière publication sur la situation en Hauts-de-France et on remet en parallèle avec les objectifs nationaux. Et voilà, on voit pas sur l'écran, mais le petit nuage vert, c'est les objectifs à atteindre. Donc, on voit qu'on est encore loin des objectifs. Mais du coup, ça pousse à l'action justement des observatoires régionaux
mettre la situation actuellement où on en est dans chaque région. Et puis après, au niveau aussi national. Juste le feuillet de l'Observatoire qui a été publié tout récemment avec son schéma qui est très, très parlant mais qui est un peu flou à l'écran. On va vous le remettre le lien dans le chat pour que vous puissiez télécharger le document. C'est un 4 pages qui est très pédagogique pour comprendre ces enjeux d'émission. Et après, au niveau national, il y a une vidéo du Haut Conseil au climat qui est très bien faite, de même 3 minutes, qui cite vraiment les grands chiffres actuels en France et les objectifs, donc qui rappellent la définition de la neutralité carbone, aussi la nécessité de pas seulement prendre en compte nos émissions directes, donc directes sur un territoire, mais aussi nos émissions liées à nos consommations. Souvent, on entend parler de notre empreinte carbone, c'est-à-dire les produits qu'on consomme sont fabriqués dans d'autres pays. Et du coup, on a des outils qui nous permettent d'estimer cette empreinte carbone. Donc, en Haute-France, on a un outil qui est, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais un gros outil Excel qui permet pour chaque territoire, notamment à l'échelle des SCOT et des départements, de faire cette estimation de ces émissions liées à la consommation. Et donc, de plus en plus, la loi énergie-climat va dans ce sens-là, il faudra prendre en compte pas seulement les émissions du territoire, mais aussi réfléchir à nos modes de consommation. Et donc, ça va aussi dans les objectifs de sobriété énergétique. Donc, j'ai encore donné une mauvaise nouvelle, c'est que finalement, on n'est pas encore sur ces trajectoires-là. La consommation énergétique en France et aussi en Haute-France a augmenté, stagne, mais si on prend par rapport à 90, ça a augmenté les chiffres en tête de plus 8%. Mais on voit quand même une tendance ces dernières années grâce à l'efficacité énergétique, notamment dans le résidentiel, on commence à voir les émissions diminuer et notamment la décarbonisation des énergies. Et du coup, on voit très clairement que le fait de faire ce changement d'énergie, de passer d'énergie fossile à des énergies renouvelables, et j'ai quand même cité les bonnes nouvelles, les énergies renouvelables en Haute-France ont fait x2 depuis 2010 pour atteindre 10% de la consommation régionale. Et en France, en général, on est à 16%. Donc, on va aussi vous donner le lien de la fiche des bonnes nouvelles. Donc, il faut savoir qu'en Haute-France, ce chiffre est un peu plus faible qu'en France, du fait qu'on n'a pas de fleuve et que l'hydroélectricité en France, c'est vraiment la principale énergie renouvelable. Et du coup, sinon, en Haute-France, c'est le bois et l'éolien qui arrivent en tête. Donc, je vois qu'on a des premières questions. Ouais, il y a plusieurs questions qui arrivent. Merci Pierre pour les précisions. Merci d'avoir le don d'ubiquité, puisque pendant que tu parles, il y a ton compte qui affiche les vidéos. Donc, c'est Lucie qui apporte donc les fiches les feuillets de l'Observatoire sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre. C'est en Haute-France, mais il y a des données nationales qui peuvent être intéressantes, ou des schémas pédagogiques qui peuvent vous intéresser, même si vous n'êtes pas de la région de Haute-France. Et puis la vidéo du Haut Conseil pour le climat que tu as cité également, vous avez le lien directement là-dessus. Donc, je vais reprendre dans l'ordre. Effectivement, sur l'enjeu des zones pavillonnaires issues des années 70, et on en construit encore sans doute un peu trop des zones pavillonnaires, effectivement, derrière, c'est comment on arrive à engager la rénovation du parc bâti, puisque même si on a désormais de la réglementation thermique 2012 et prochainement une réglementation environnementale pour les constructions 2020 qui devrait arriver prochainement, qui vise de la performance pour les logements neufs, on ne va pas détruire tous les logements, tout le parc existant pour construire du neuf, évidemment. Et donc, le bâtiment est consommateur d'énergie et consommateur, donc émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, il y a un enjeu fort en termes de réhabilitation par là. J'ai envie de dire, déjà essayer de commencer par ce qui paraît le plus simple, entre guillemets, agir sur le patrimoine de la commune. Ça, c'est directement la responsabilité des pouvoirs publics locaux en la matière. Travailler sur le parc locatif, notamment social, avec les bailleurs. Là aussi, les élus locaux ont un poids et il y a des obligations en la matière également, des engagements qui sont pris. Derrière, c'est comment réussir à développer des instruments qui vont inciter les propriétaires privés, qui ne sont pas forcément aisés par ailleurs, à réussir à engager des travaux de rénovation énergétique.
j'ai le sentiment, mais je vous laisse aussi me donner votre sentiment, que ça peut dépasser un peu la capacité d'action directe d'un élu local qui peut néanmoins, ça s'est vu à plusieurs reprises, proposer des aides pour l'installation d'énergie renouvelable ou choses comme ça pour les propriétaires. Mais il y a un enjeu derrière d'avoir un guichet unique au niveau des aides à la rénovation, que ce soit de l'ANA ou dans le cadre de l'ANRU, où la négociation est encore à faire, mais qui n'est pas encore parfaitement cadrée pour le moment. Je ne sais pas si tu as des compléments à apporter là-dessus. Des compléments plutôt globaux, je ne sais plus exactement comment a été formulée la question, mais comment fédérer, je crois, c'était comment motiver ou convaincre. Globalement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces problématiques-là qui sont liées au changement climatique sont certes des enjeux de solidarité, d'empathie entre les acteurs, les territoires, entre les pays plus au nord, les pays plus au sud. Il y a des gens qui sont beaucoup plus impactés que nous aujourd'hui par le changement climatique, mais le climat change même ici. C'est un peu le credo du pôle climat du CERD, c'est de le rappeler, de le marteler, et aussi pour les habitations chez nous en Hauts-de-France, il y a des impacts du changement climatique comme le phénomène de retrait-gonflement d'argile qui vient jusqu'à nous, qui vient nous toucher et qui peut aller jusqu'à fissurer des habitations qui ne sont pas adaptées au climat qui change. Je ne sais pas si c'est le cas spécifiquement de ce type d'habitation-là, mais en tout cas, c'est une réalité dans les Hauts-de-France. Et après, d'une manière peut-être un peu globale encore, comment fédérer en impliquant les habitants, les citoyens, en co-construisant les solutions. Pour ce qui est des énergies renouvelables, par exemple, il y a des manières d'impliquer dans le processus d'élaboration du projet, de financement du projet, de mise en œuvre même, de choix des prestataires, etc. Et pour, à une échelle plus individuelle aussi, ce qui était peut-être plutôt la question, l'exemple qu'il y a d'ailleurs dans le MOOC de défi famille à énergie positive, c'est une des manières d'aller chercher les gens là où ils sont, de les faire partir de là où ils sont avec les moyens qu'ils ont pour agir ensemble. Merci pour ce complément, effectivement, sur l'implication qui est nécessaire. Alors, la question d'Axel, est-ce qu'on a pu évaluer l'impact qu'aurait l'application de toutes les idées du MOOC sur le territoire des Hauts-de-France? Ben justement, on attend les résultats, Pierre. Non, on n'a pas fait d'évaluation. On n'a pas fait d'évaluation et de bilan carbone prospectif sur l'ensemble des mesures qui sont introduites dans le MOOC. Notre idée, c'était effectivement d'inspirer les porteurs de projets à partir de retours d'expérience, de choses qui sont d'ores et déjà existantes et mobilisables, que ce soit en termes de techniques. Enfin, je pense, puisqu'on est sur le sujet là des matériaux biosourcés qui peuvent être utilisés dans la construction neuve ou dans la rénovation, avec ce que présente le CD2E, le Centre de développement des éco-entreprises. C'est le module 3-4 ou 4-5, pardon, rénover pour améliorer avec là-dessus, où on a des choses qui sont disponibles. Et se dire aussi qu'il s'agit d'infléchir les trajectoires d'évolution avec les retours d'expérience qui arrivent. Il y a des choses qui parfois sont moins efficaces que ce qu'on envisageait, notamment. On peut prendre des exemples, l'exemple du quartier à Londres de BZ, quartier écologique conçu par des architectes et urbanistes extrêmement pointus sur les énergies renouvelables, etc., n'a pas atteint les objectifs d'efficacité qui étaient assignés initialement, parce que la question de l'usage et de l'appropriation des bâtiments et du quartier par ses habitants ne rentrait pas en équation véritablement. Et donc, il y a toute cette dimension-là qui est nécessairement à intégrer de pédagogie et d'évolution progressive des modes de vie. Derrière, c'est la manière dont on peut se dire qu'on est dans de l'amélioration continue par rapport à ces choses. En tout cas, on a une certitude, c'est que toutes les mesures qui sont présentes dans le MOOC, elles vont dans le sens de la transition, mais leur généralisation ne sera sans doute pas suffisante pour atteindre uniquement avec ça la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et notamment, il y aura des compléments à apporter sur
sur notamment la question de l'urbanisme, qui est traitée elle aussi en filigrane dans le MOOC, mais qui nécessiterait un parcours spécifique également à destination des élèves. Je poursuis les questions, commentaires. Effectivement, sur la pression de l'opérateur historique sur l'énergie décarbonée qu'est le nucléaire. Vous citez, Eric, dans votre question, le témoignage du maire de Los, c'est celui de Ungesheim, donc à Los Angeles. Jean-François Caron a pris un arrêté interdisant dans la construction neuve le chauffage électrique, par exemple, dans le sens où il estime que l'efficacité en termes de chauffage, il y a beaucoup de gaspillage d'énergie de convertir de l'électricité en chaleur, et que effectivement c'était pas dans le sens de la transition énergétique qui implique une réduction de la part du nucléaire. Et effectivement, dans les années 70-80, on a beaucoup construit de pavillons individuels avec du chauffage électrique pour soutenir le développement du nucléaire. Donc c'est un exemple. Et les conseils info énergie, balade thermique avec les habitants. Je te laisse. Juste avant, donc sur la question aussi du nucléaire ou pas, en tout cas, d'une manière générale, le mix énergétique doit être adapté aux capacités de production d'énergie renouvelable locale. Donc, chaque mix énergétique est unique, on va dire, en son genre, dépend des énergies renouvelables disponibles et dépend aussi de la capacité à collaborer, parce que un message qui est intéressant à retenir, c'est que pour atteindre le 100% d'énergie renouvelable et d'énergie décarbonée, pour le coup nucléaire ou pas, mais en tout cas le 100% ENR, sans émission de gaz à effet de serre, c'est rarement possible à l'échelle d'un territoire, d'une commune par exemple, mais ça le devient au fur et à mesure qu'on élargit le périmètre. Et le 100%, d'une manière générale, ou le 0% d'émissions ne s'atteint que en considérant la coopération territoriale au sens large. Et ensuite, sur la question spécifique du nucléaire comme énergie décarbonée, il y a un rapport qui a été présenté au colloque CER, le colloque du syndicat des énergies renouvelables, la semaine dernière à Paris, qui traite entre autres de cette question et qui explique que en l'état actuel des choses, pour l'instant, en tout cas, l'un ne nuit pas à l'autre. On n'en est pas encore à un stade tellement avancé d'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre que cette question peut comment dire, avoir des dégâts collatéraux sur l'autre. Donc, les ENR, pour l'instant, sont complémentaires et compatibles avec le nucléaire. Est-ce que, pour autant, c'est une trajectoire à prendre, à suivre ou pas? Ça, c'est chaque pays, chaque territoire qui doit se poser la question en fonction de ses capacités. Mais en tout cas, c'est un rapport assez intéressant qu'on pourra nous retrouver sur la question. La question des balades thermiques évoquée, c'était Florence, voilà, je remontais, effectivement, est une manière aussi d'impliquer les habitants, soit parce qu'il y a eu, la collectivité peut prendre l'initiative de faire une thermographie aérienne pour voir les déperditions d'énergie par les toitures. En général, c'est 30% de déperdition énergétique se passe par les toitures dans les bâtiments en moyenne. Donc c'est un exemple, et avec cette cartographie, de faire venir les habitants, essayer de repérer où est leur habitation sur cette carte. C'est quelque chose qui a été fait, il me semble, sur Dunkerque, qui a été fait également sur la ville de Lille, et ça peut être quelque chose d'intéressant. Les balades également que peuvent faire les conseillers en énergie partagée ou les espaces info-énergie avec une caméra thermique pour voir également les déperditions au niveau des fenêtres, des portes et tout. C'est aussi une manière pédagogique de montrer que les dépenses énergétiques des habitants s'envolent par les fenêtres, dans ces cas-là, de manière très concrète, et d'apporter ensuite des solutions pour améliorer l'isolation des logements. Et merci Lucille d'avoir mis effectivement un exemple dans l'ARTO. Et alors, question d'Axel. Beaucoup d'investissements vont actuellement vers le solaire électrique et l'éolien, alors que notre excès est déjà décarboné.
vers les transports et le bâti. Alors, bon, la question, elle est très pertinente dans le sens où, encore une fois, si on reprend le schéma négawatt, l'enjeu, c'est d'abord de réduire nos consommations énergétiques. L'énergie la plus décarbonée, c'est celle qu'on va économiser finalement et qu'on ne va pas dépenser. Donc la priorité, effectivement, c'est avant de faire évoluer le mix énergétique, de réduire les consommations et les émissions qui sont associées. C'est pour ça que l'enjeu de la rénovation, vous avez totalement raison, des bâtiments, il est central. En plus, c'est de l'emploi, il y a un gisement d'emploi gigantesque pour les artisans, etc., mais avec toute la problématique du temps de formation, de qualification, de certification en la matière et de dégagement des capacités d'investissement. Il y a eu un plan bâtiment à la suite du Grenelle qui n'a pas réussi à aboutir au niveau espéré en termes de rénovation, de requalification. On espère que le prochain va donner plus d'impulsion en la matière. Mais évidemment, la logique, c'est bien réduire les consommations énergétiques en premier lieu. Et pour le transport, c'est exactement la même chose, que ce soit sur l'efficacité des motorisations, leur évolution vers d'autres types de motorisation ou la mutualisation vers l'abandon progressif ou en tout cas moins incité à l'usage de la voiture thermique individuelle. C'est ce qui est présenté en termes de solutions, notamment dans le parcours 5 sur les mobilités durables. Est-ce que c'est traité directement par l'OCR des acteurs locaux? Dans nos échanges, je pense notamment avec les acteurs qui portent des plans climat et énergie territoriaux, ça fait partie évidemment des sujets qui sont abordés. Voilà, le temps passe vite, il nous reste 25 minutes. On est là pour ça, on vous en prie, Axel. Pour continuer, est-ce que vous auriez une autre question spécifique sur cet aspect transition énergétique ou sur les séquences du module que vous avez suivi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais compléter? Je ne sais pas si on l'a mis en lien, mais il y a aussi une vidéo qu'on a fait très pédagogique sur l'adaptation au changement climatique qui rétablit le constat actuellement et aussi les solutions. Donc, c'est les mêmes types de vidéos que les vidéos introductives du MOOC, mais qu'on a fait en supplément un peu plus long, spécifique sur l'adaptation au changement climatique. Donc, on peut aussi vous envoyer le lien dans la boîte à chat. Une vidéo qui est téléchargeable et qui peut être réutilisée dans des réunions d'équipe ou pour faire de la sensibilisation de votre côté. Et si je peux rajouter un dernier point peut-être, qui c'est plus national, mais en tout cas, il y a un dispositif qui est en cours en ce moment, qui est la Convention citoyenne pour le climat. Je voulais juste en toucher un mot parce que je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'au MOOC, c'est tellement récent, mais en tout cas, il y a 150 citoyens et citoyennes tirés au sort qui sont représentatifs de la population française et qui auditionnent des experts sur tous ces sujets, y compris la transition énergétique, et qui doivent rendre voilà, des avis, formuler des propositions pour le gouvernement pour mettre notre État dans la bonne trajectoire au vu des enjeux de développement durable et de changement climatique. Et ça permet de mettre tous ces enjeux en lien aussi et en perspective à l'échelle nationale. Et il y a des représentants de toutes les régions de France. Et après, c'est un dispositif qui peut être aussi inspirant dans la manière de faire et d'imaginer la transition écologique et énergétique localement. Donc, aussi à consulter pour inspiration. Voilà. Merci Pierre, merci Joséphine. Franck, bonne continuation. Et puis pour Bruno, sur les liens du chat, je pense que Lucie est en train de répondre, mais on va le laisser ouvert au maximum. Et sinon, toutes les informations sont disponibles en ligne sur le site du CERN. Je vous propose de passer directement au parcours 7 sur les questions d'innovation sociale et citoyenne. Alexis est présent parmi nous pour l'aborder. Alors, on n'avait pas abordé spécifiquement dans le précédent
webinaire cette séquence-là, parce qu'il y avait encore très peu de participants qui avaient atteint le parcours 7. Donc voilà, je vais revenir là pour aborder ce sujet. Donc Alexis Montaigne, qui est chargé de mission territoire participatif et innovation. Tu fais beaucoup de choses au CERN. Merci de nous avoir rejoints. Et donc, comme pour les autres, si vous avez déjà atteint vous êtes nombreux, hein, et vous approchez les 80, avoir totalement terminé le MOOC, et vous êtes nombreux sur les parcours 7 et 8 désormais, eh bien, allez-y à vos claviers pour les questions. Et en attendant, je te propose de revenir un peu plus sur l'esprit et la conception du module. Oui. Alors bonjour à tous. Et effectivement, on a voulu à travers ce module le concevoir comme une opportunité de révéler tout le potentiel citoyen dans les démarches de transition vers le développement durable. Et quand on parle de potentiel citoyen, on n'est pas uniquement sur les démarches de démocratie participative, on a aussi souhaité évoquer tout ce qui concerne le pouvoir d'agir au sens large du terme. Et l'idée, c'est que les innovations sociales et citoyennes, elles sont très multiformes. Aujourd'hui, on a des mobilisations citoyennes qui viennent des collectivités, qui viennent des citoyens, qui viennent des acteurs associatifs, des acteurs privés. Et donc, l'idée, c'était qu'on arrive, nous, à révéler ce foisonnement d'initiatives et, au-delà de les révéler, aussi d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Vous l'avez vu dans ce module, on a des expériences de tiers-lieux, on a des expériences de monnaie locale, le territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, autant d'exemples qui montrent une chose, enfin qui en montrent plein, mais qui montrent une chose en particulier, c'est l'importance de la coopération entre les collectivités, entre les pouvoirs publics et toutes les dynamiques citoyennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que, enfin, on part du principe que la transition écologique se fera pas s'il y a aussi une transition démocratique. Et quand on dit transition démocratique, on n'est pas sur l'idée de remettre en cause les institutions, le pouvoir, mais plutôt justement de le réaffirmer en l'amenant à se réinterroger et en se disant que de toute façon, vu les enjeux auxquels on doit faire face, il n'y aura pas possibilité de maintenir des modèles de gouvernance locale tels qu'on les a aujourd'hui. Il faut se réinventer. Il faut réinventer les fonctions et les méthodologies de travail des collectivités locales et aussi des citoyens. Donc ça, je réinsiste sur l'idée qu'il ne s'agit pas de remettre en cause la légitimité du pouvoir, simplement le rôle a vocation à évoluer. Et aujourd'hui, on sait que l'innovation sociale et citoyenne, et les exemples qu'on a révélés démontrent ça, elle ne pourra monter en puissance que si les administrations et les citoyens apprennent à travailler et à agir ensemble. L'exemple le plus intéressant en ce moment, Joséphine en a parlé juste avant sur la Convention citoyenne pour le climat, où on forme les citoyens, on les acculture aux questions climatiques, notamment pour certains qui ne sont absolument pas dans ces domaines-là et qui ont été tirés au sort. Et derrière, l'idée, c'est qu'en les formant, on leur propose un contenu et on leur propose aussi de travailler leur esprit critique pour ensuite être force de proposition. C'est, indépendamment des résultats et des considérations politiques, un exemple de démocratie participative qui converge totalement avec la logique du pouvoir d'agir. Et donc, ça requiert tout ça, une évolution dans les manières de travailler, et notamment pour les collectivités, dans l'idée que les collectivités ont un rôle à faire évoluer. En passant de collectivités qui sont plus gestionnaires, maîtres d'ouvrage sur leurs projets, qu'on soit à l'échelle locale, intercommunale, à des collectivités qui sont davantage dans un rôle de manager du territoire, développeur et animateur du territoire. Les territoires zéro chômeur de longue durée que vous avez découvert dans le MOOC révèlent ça. Comment une collectivité se saisit d'un enjeu et crée des coopérations et des confiances avec des acteurs qui ont la compétence sur l'emploi pour ensuite trouver des solutions hybrides qui sortent complètement des cadres administratifs qu'on a l'habitude de voir. Créer des associations, des régies pour travailler. Alors les régies existent depuis longtemps, mais créer un dispositif qui permet de lutter contre le chômage de longue durée, on est sur des dispositifs innovants et d'ailleurs qui sont toujours expérimentaux à ce jour. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on a voulu révéler avec cette idée que je réaffirme que la transition écologique passera aussi par une transition démocratique et une nouvelle manière de conduire l'action locale. Je m'arrête là, je vous laisse réagir et puis
nous dire un petit peu comment vous avez aussi vécu ce module. Il y a Eric qui a déjà réagi, qui est à fond sur son clavier. Donc, on remercie beaucoup pour son implication dans l'échange. Effectivement, c'est le fil conducteur. Enfin, il y avait un écho entre ce qui a été écrit par Eric et ce que tu disais au même moment, que c'était un peu le fil conducteur de l'ensemble des modules du MOOC. Peut-être pour abonder un petit peu le sujet, c'est ce qu'on a essayé d'aller chercher à travers ce module, c'était comment l'innovation est déjà présente dans le territoire et comment une collectivité, sans être forcément à l'initiative, peut aller s'appuyer ou favoriser cette émergence-là. Qu'on parle du mouvement des tiers-lieux et la manière dont il peut y avoir une collaboration, une coopération entre une collectivité publique et un collectif d'acteurs qui est en train de faire évoluer le rapport au travail, les modes d'organisation du travail et à l'innovation sociale dans le territoire, ou comment des acteurs économiques, que ce soit des acteurs économiques classiques ou de l'économie sociale et solidaire, peuvent rentrer dans des formes de coopération avec un territoire, avec une collectivité, en essayant de trouver le statut qui leur permet également de travailler ensemble. C'est l'exemple de la société coopérative d'intérêt collectif, comme c'est le cas dans le Pays de Bray. Donc d'essayer d'aller trouver quelques exemples qui sont pas forcément des modèles en tant que tels, mais des choses qui peuvent être inspirantes pour créer de la coopération dans des formats divers. Et pour aller dans ce sens-là aussi, se dire que derrière la coopération, on touche à d'autres concepts, d'autres approches qui sont fondamentales quand on s'engage dans des processus d'innovation sociale et d'innovation aussi citoyenne. C'est que derrière la coopération, on crée la confiance. Et ça, derrière ces notions-là, on parle de ressources immatérielles, c'est-à-dire comment on arrive à reconnaître les ressources immatérielles qu'on a sur notre territoire, en se disant que ce n'est pas uniquement des conventions, ce ne sont pas uniquement des partenariats, c'est tout ce qu'il y a aussi autour de ça. Et comme tu le dis, dans des expériences comme le pôle territorial de coopération économique du Pays de Bray, on est typiquement dans une expérience où les ressources immatérielles sont fondamentales, c'est-à-dire qu'on reconnaît la confiance qu'on a l'un en l'autre. Et quand on parle de confiance, on parle de capacité à se mettre en risque avec l'autre, capacité à prendre un risque. Là, en l'occurrence, on est capable de se faire suffisamment confiance pour se dire, allez, on prend le risque de créer une structure qui est hybride, sur laquelle on n'a pas une expérience folle, mais parce qu'on a des enjeux sur notre territoire, en l'occurrence l'emploi en milieu rural, on a des enjeux sur notre territoire qui justifient qu'on prenne ce risque. Et pour ça, il faut qu'on se fasse confiance. On a les compétences, chacun chez soi, mais il faut qu'on les mette ensemble et qu'on se dise, on va y aller ensemble. Et ces ressources-là immatérielles, elles font aussi l'ADN de toutes les démarches d'innovation sociale et d'innovation citoyenne pour se dire, sans ça, on n'y arrivera pas. On a beaucoup plein de... les ressources immatérielles. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce qu'on vous a Oui, entendu? oui, bonjour. Alors, j'ai pas l'habitude d'utiliser le MOOC, c'est la première fois. Vous l'envoyez par message, si vous le souhaitez. C'est plus facile pour nous de gérer Oui, mais je sais pas le saisir, donc je sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, allez-y poser la question, comme ça je vous réponds. Oui, donc j'aurais voulu que vous développiez la notion de ressources immatérielles sur le territoire. Moi, je pense que c'est toutes les associations et autres, mais je suppose qu'il y a d'autres structures. Alors, en fait, les ressources immatérielles, il n'y a pas une structure derrière ça. Il y a plus une manière de voir son territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, vous et nous, c'est il y a de la ressource immatérielle dans tout ça. C'est-à-dire que vous avez fait confiance au CERN en suivant ce MOOC, en allant au bout et en acceptant de suivre ce webinaire. Il y a une confiance entre nous qui s'installe à travers ce MOOC. En tout cas avec vous, si vous n'êtes pas encore parti, c'est qu'a priori on se fait confiance. Et donc c'est tout ce qu'il y a autour des partenariats sur un territoire. Si je peux vous donner d'autres exemples de ressources immatérielles, c'est je reviens sur les exemples qu'on a cités. Le centre AFPA de Liévin, que vous avez découvert dans le MOOC, qui a mis en place toute une démarche de renaturation de son site, l'a fait en travaillant pas uniquement sur la replantation, tout le monde peut le faire, mais en se disant il faut qu'on le fasse avec les acteurs locaux, il faut qu'on ouvre nos portes aux habitants du territoire, il faut qu'on recrée cet écosystème. En fait, les ressources immatérielles, elles s'incarnent aussi avec des écosystèmes qui se font confiance.
Le Centrale Paliéva en est un exemple. Les monnaies locales sont un exemple de confiance entre des commerçants, des habitants qui ont envie de faire vivre le tissu local. Et donc, quand on parle, alors, pour être précis, pour répondre à votre question, aujourd'hui, on qualifie souvent 4 ressources, 4 types de ressources immatérielles. Vous avez la confiance, qui est une ressource immatérielle. Vous avez la compétence. Vous avez la santé, c'est-à-dire la disposition à agir. Vous êtes disposé, vous êtes disponible pour mener une action. Et enfin, la pertinence, c'est-à-dire la qualité de ce que vous allez proposer pour répondre à votre action. Si vous êtes à côté de la plaque, ça manque de pertinence, forcément, ça va nuire à l'action. Et ce sont ces 4 ressources immatérielles qui vont faire la richesse des projets que vous allez engager, des coopérations que vous allez mener avec vos partenaires. Et elles sont toutes interdépendantes. À un moment donné, si vous vous absentez d'un projet et qu'il n'y a pas de lien, parce que vous êtes sur le plan de la santé en difficulté, les compétences peuvent s'effondrer. La confiance que vous avez tissée avec quelqu'un peut s'effondrer. Et donc tout ça, ça fait que c'est complètement interconnecté et l'une ou l'autre peuvent s'effondrer et faire s'effondrer les autres. C'est le concept de ressources immatérielles, etc. Axel donne une indication pour vous sur. Alors, de quelle bulle blanche s'agit-il? Celle qui est à droite à côté des 10 personnages? Alors. Je pense qu'on va attendre qu'Axel Ah oui, nous c'est réponde. ça. C'est le message, ça y est. C'est parfait. Merci à la personne qui est intervenue. Donc, et merci à vous également. Donc, juste pour préciser que ces concepts de ressources immatérielles et ces 4 catégories qu'a développé Alexis à l'instant font référence en fait à un cadre théorique économique et celui de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Là aussi, peut-être qu'on peut renvoyer la publi Nouveaux modèles économiques pour avoir un petit peu plus d'éléments si vous voulez creuser dans ce sens-là. Nous, c'est on a vraiment ce cadre-là en tête au CERF parce qu'on se dit que pour réussir à engager ces transformations profondes dans nos territoires, il y a besoin de vraiment faire un pas de côté dans la manière dont se construisent les coopérations au niveau local entre différents acteurs et que cette notion de ressources immatérielles et ces 4 piliers sont vraiment des ressorts essentiels. Après, on peut ne pas forcément les utiliser directement pour engager ces dimensions, mais ce sont de bons repères. Alors, je me permets de répondre à une question qu'on a vu apparaître dans le fil sur comment mobiliser face à la difficile mobilisation. Comment est-ce qu'on fait voilà, comment on peut se créer un noyau d'acteurs. Alors, effectivement, la masse, elle est difficile à mobiliser, ça c'est une certitude et c'est partout le cas. Par contre, la question c'est est-ce qu'on a réellement envie ou besoin de mobiliser la masse? C'est-à-dire que je reviens à mes ressources, quelle est la pertinence à vouloir trop mobiliser? Alors, je n'en déduis pas que c'est ce que vous sous-entendez dans la question, évidemment, mais ça vaut le coup de se poser cette question-là plutôt que de chercher à chaque fois des objectifs chiffrés de mobilisation. Et parfois, une mobilisation à plus petite échelle est plus intéressante dans l'idée que derrière, elle peut avoir un effet boule de neige. Pour répondre à votre question sur comment mobiliser un noyau d'acteurs, il y a des outils méthodologiques très simples de cartographie des parties, ce qu'on appelle la cartographie des parties prenantes qui vous permet, si vous arrivez sur un territoire, si vous êtes futur élu et du coup élu, de vous dire, tiens, sur tel sujet, je vais repérer avec moi, les acteurs que j'identifie. Et ensuite, j'élargis progressivement mon cercle de repérage, c'est-à-dire je vais demander à 2-3 personnes autour de moi de faire l'exercice et ainsi de suite pour arriver du coup à un nuage d'acteurs qui va être de plus en plus gros, avec l'intérêt aussi sur cette question du repérage des acteurs de s'appuyer sur les relais. Un exemple, la politique de la ville. La politique de la ville offre un nombre d'instances incalculables dans lesquelles on a les citoyens qui peuvent être des relais. Parce que si vous touchez une personne, potentiellement derrière, vous allez en toucher plein d'autres. Vous avez les comités de quartier quand ils fonctionnent. Vous avez les collectifs, effectivement les associations. Le tissu associatif est très important. Et il ne faut pas prétendre vouloir incarner la participation citoyenne ou la connaissance de tous les acteurs citoyens. C'est un leurre. Donc du coup, c'est comment on s'appuie sur les bonnes structures qui, elles, vont devenir des alliés de votre projet parce que vous aurez créé la confiance et les bons outils de partenariat. Et la cartographie des parties prenantes nous semble être un outil intéressant pour poser une démarche et pour se dire, allez, on y va,
on va essayer d'embarquer de plus en plus de monde. Avec une exigence qu'on remarque, hein, c'est l'importance de la transparence dans le temps. C'est-à-dire que si on engage un processus, il faut avoir les outils qui permettent d'expliquer l'ensemble du processus, de se dire au moment où un projet se monte, il va y avoir une phase de latence parce qu'il faut techniquement le vérifier, juridiquement, financièrement, mais maintenir un lien avec les gens qui ont participé au projet en se disant, voilà, en ce moment, vous n'entendez pas parler de nous. Par contre, vous aurez, voilà où on en est. Et aussi être transparent quand on parle de revoir les manières de conduire l'action, c'est aussi cette transparence dans les processus pour que les gens comprennent la complexité qu'il y a derrière vos métiers ou vos fonctions d'élus lorsqu'on s'engage dans la participation citoyenne. Super. Alors, du coup, je remonte un tout petit peu sur une question qui a été posée, une demande de précision. Oui. Tout à l'heure, je parlais d'un statut juridique pour favoriser la coopération entre acteurs économiques. Donc, c'est pas le SCOT, c'est la Société coopérative d'intérêt collectif, SCIC. Cet aspect-là, il est plus particulièrement développé dans la séquence 7.7, coopérer avec les entrepreneurs locaux pour dynamiser l'activité économique du territoire. L'exemple du pôle territorial de coopération économique du Pays de Bray. Donc, c'est la dernière séquence du module 7. C'était peut-être dans le quiz, effectivement. Et donc, c'est Rachid Cherfaoui, qui est le directeur de la Maison de l'économie solidaire, qui explique bien ce que ce statut a permis comme coopération et a apporté, sachant que c'est un statut juridique qui date du tout début des années 2000, et donc qui on a plein de sociétés coopératives d'intérêt collectif qui ont émergé. Ça peut être de la production d'énergie. Enfin, les coopératives Enercop sont des sociétés coopératives, c'est-à-dire que on est toujours sur le principe coopératif, une personne, une voix, sauf que derrière, les institutions peuvent contribuer soit au capital, soit en… Merci Lucille pour le complément, au capital, soit en argent, soit en biens matériels. Et donc, c'est un outil intéressant véritablement pour créer de la dynamique économique. Tout en préservant l'approche dynamique économique, c'est-à-dire que la participation des collectivités locales reste plafonnée et qu'on n'est pas dans une collectivité locale qui est majoritaire dans la détention des parts de la structure. Alors, ça a évolué, donc on ne va pas s'engager sur les montants. Ça a été pendant un moment 20% de participation au capital de la SIC. Ça a augmenté, mais l'idée, c'est que ça reste une initiative quand même portée par des porteurs de projets et pas la collectivité. C'est très gentil, Eric. On essaye, hein, on essaie de bien faire notre métier. Mais quel est ton cursus pour autant? Je repose la question. Ah oui, cursus, comme toi, parcours Sciences Po, philo et 10 ans de CERN. Voilà. Et toi? Parcours, oui, voilà, parcours Sciences Po avec 10 ans de conseil en politique publique auprès des collectivités locales sur des projets de transition et sur des projets liés à la politique de la ville. Alors, il y a une question posée par Monsieur Davo, effectivement. Se former aux finances locales, ça veut dire interpréter les rubriques de la comptabilité locale. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé dans le MOOC, effectivement. Je pense qu'on doit pouvoir trouver des choses sur la plateforme FunMOOC, qui est donc France Université Numérique. Et en général, c'est là que les MOOC proposés par le CNFPT, donc le Centre national de la fonction publique territoriale, sont référencés. C'est généralement accessible gratuitement pour s'y inscrire. Donc, on va quand même regarder plus précisément pour vous donner une référence précise. Mais a priori, je pense que c'est plutôt par là qu'il faudra chercher. Et si vous êtes futur élu, enfin candidat et pas forcément technicien, les organismes de formation dédiés aux élus proposent aussi des modules de formation. Alors, peut-être pas en format MOOC, ça je ne sais pas, mais ils proposent des modules de formation sur les finances locales. Le film de 1 parle un petit peu de finances locales aussi, mais je pense que là, c'était vraiment pour rentrer dans la logique, je pense, en tant que futur élu, ce qu'on vous souhaite. Ouais.
Alors voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions plus spécifiquement sur ce module, sachant qu'on avait prévu une fin à 14h30 et il est 14h27, donc on va bientôt vous libérer. S'il y a des questions, non-respect des délais, on va essayer de le faire. On avait un peu dépassé la dernière fois. Donc, c'est très bien. Donc, on n'a pas abordé spécifiquement la question du module sur les mobilités, sur l'adaptation au réchauffement climatique non plus, et sur déchets, économie circulaire aujourd'hui. Il y a des informations sur la vidéo qui a été capitalisée du premier webinaire que vous trouverez sur notre chaîne, la chaîne CERT sur YouTube ou sur notre site web. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Et on a bien noté les liens affichés dans le chat. On va les reprendre. Et comme est-ce qu'on a les adresses mail des personnes qui se sont connectées aujourd'hui? Alors, normalement, si on envoie un mail, on va confirmer chez leur adresse mail. Alors sinon, si vous avez bien envoyé un mail de confirmation de votre présence, on a votre adresse mail. Sinon, on vous invite à renvoyer un mail juste à la fin du chat. Comme ça, eh ben, on vous renverra la liste des liens par mail directement. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de simplement apporter une petite anecdote conclusive sur les innovations citoyennes et sociales? Est-ce qu'on l'autorise? C'est bien autorisé. Voilà. Pour simplement dire que là, on est en phase de campagne et que du coup, il y a pas mal de listes qui se positionnent sur la participation citoyenne et dont certaines qui tentent des expériences de participation citoyenne de plus en plus. Et c'est très intéressant de voir ce qui se passe parce que celles qui prétendent faire de la participation citoyenne sans derrière mettre en place les outils, les processus d'échange et de dialogue avec leurs citoyens, finalement, ne sont pas dans une logique de participation citoyenne. Là où on voit d'autres listes, d'autres candidats, je donne pas de nom parce que c'est épars, on les voit un peu partout, tenter de sortir un peu de leur zone de confort en se mettant en danger sur des soirées citoyennes pour recueillir les avis et qui sortent de là transformés, de se dire mais en fait c'est pas du tout ce qu'on imaginait. C'est tellement riche et tellement intéressant de voir tout ce que les gens ont à proposer et de voir aussi que ça permet d'échanger sur la complexité du métier, de la fonction d'élu, des techniciens. Donc moi, ce que je retiens de ces exemples-là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la participation citoyenne, il faut juste bien l'organiser. Il faut être clair sur les règles du jeu, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on est prêt à faire et jusqu'où on est capable d'aller aussi et pas aller au-delà des moyens qu'on n'a pas parfois. Et une fois qu'on a passé ce cap de la crainte, et qu'on se dit, allez, on y va, on tente. En règle générale, globalement, ça se passe quand même très bien. Donc, il ne faut pas avoir peur. Voilà, je termine là-dessus. Merci. Et du coup, ce sont les points qu'on essaie de mettre en avant dans le dernier parcours du MOOC, le parcours 8, donc la dernière séquence. On essaie vraiment d'insister sur cette question de la participation citoyenne. Donc, ce MOOC-là, si vous allez au bout, ça termine vraiment sur la question de la participation citoyenne. Après, il existe peut-être d'autres MOOC qui sont vraiment centrés sur les techniques. Alors, oui, sur la participation, il y a un MOOC sur la plateforme Fun sur la participation citoyenne, mais qui n'est pas dédié aux questions de transition. Par contre, effectivement, Saillant, comme M. Davos le précise, est un exemple emblématique de la participation citoyenne, même participation citoyenne plus en termes de gouvernance très horizontale. Vous avez aussi l'expérience de Joe Spiegel à Kingersheim en Alsace, qui est évidemment emblématique. Donc, et je le dis d'autant plus facilement qu'il ne se représente pas. Donc pour nous, c'est pas une difficulté de le mettre en avant. Mais sa méthodologie a été très, très inspirante pour beaucoup de personnes. Et puis, vous avez aussi une expérience alors il me semble que c'est également dans l'Est, à Vaudoncourt, qui s'était mise en place et qui est aussi très intéressante puisqu'il s'agissait tout simplement de dissoudre le conseil municipal une fois qu'il a été élu pour construire un conseil de village où on a pris évidemment, parce que administrativement il fallait prendre les élus, mais on a élargi à des nouveaux habitants pour construire la politique locale, parce que c'était vraiment une petite commune, tous ensemble. Donc il y a beaucoup de ressources et on publiera prochainement, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, sur le site internet cert.org, une nouvelle rubrique dédiée au territoire participatif. Donc mon petit regard comme ça était vers Lucie, que vous connaissez maintenant, qui est chargée de communication et en charge du site. Donc la rubrique territoire participatif qui proposera un certain nombre de ressources sur la participation citoyenne.
une petite vidéo, une étude de Energy Cities sur les fabriques de transition démocratique, avec plein d'expériences de transition démocratique et écologique réussies. Donc rendez-vous fin février pour découvrir cette nouvelle rubrique. Voilà. Et on va donc conclure à 14h32. On a un petit peu dépassé. Mais merci beaucoup à vous d'avoir suivi jusque-là ce deuxième webinaire consacré au MOOC. Donc, il y aura une troisième séquence de webinaire qui est programmée pour le 13 mars. Et donc, vous avez peut-être vu qu'on a allongé la durée d'ouverture de la session du MOOC jusqu'au 31 mars. Donc, n'hésitez pas à partager vos connexions ou à inviter d'autres personnes à le suivre si vous l'avez trouvé pertinent. Parce que, voilà, on essaie d'essaimer et de contribuer également à notre niveau aux transitions auxquelles nous aspirons tous dans les territoires. Donc, merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup.